problème technique. Qu'est-ce que vous pensez du problème de la gestion des réseaux, et notamment le problème que l'électricité ne se stocke pas vis-à-vis des énergies renouvelables? Donc, par exemple, le solaire produit en pleine journée, pas forcément quand on a besoin. On n'a pas encore de possibilité de stockage, en tout cas pas vraiment efficient à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème qui peut être considéré comme technique? Je vais vous demander de laisser Roch répondre à ces questions parce que son sujet va justement parler de ça. Donc ça fait une très belle transition, d'autant plus que je pense que Christophe a dit qu'on va passer dans l'histoire. Le XXIe siècle sera dans le livre d'histoire. Et justement, ce que dit Jeremy Rifkin, c'est qu'on est en train de vivre actuellement la 3e révolution industrielle. Et donc avec ça, je passe la parole à Roch. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a une présentation associée. Mais je commence en remerciant Marie pour son invitation et vous proposer, donc j'ai 20 minutes et je vous propose de parcourir donc 3 sujets. Le premier c'est d'où on parle, quoi, enfin, qui on est, parce que j'ai une double casquette. J'ai participé effectivement à la mission de 3e révolution industrielle, mais je travaille donc à la stratégie chez GRDF, donc Réseau Gaz et Solutions France, comme ça a été indiqué. Je vous propose de parler de ça. De vous présenter l'ambition et puis les réalisations de la mission de Rifkin, et vous présenter la manière dont notre équipe travaille, justement, se prépare à une transition énergétique. Et merci Christophe pour cette intervention qui place donc, les énergies renouvelables au cœur, et puis la question de stockage aussi est évidemment au cœur de nos travaux. Et donc ce programme. Alors simplement, qui connaît Jeremy Rifkin dans la salle? Quelques-uns. Qui a lu son livre, La 3e révolution industrielle? D'accord. Qui connaît GRDF? C'est plus facile. Non, simplement, alors, est-ce que peut-être juste ouvrir la présentation? Oui, simplement pour vous dire d'où on parle. Donc on a donc la mission de 3e révolution industrielle. C'est un vaste programme donc, porté par la région Nord-Pas-de-Calais, et c'est un programme de travail sur lequel je reviens dans un instant, mais qui s'est déroulé sur 1 an. Et puisque Christophe a commencé son exposé avec la genèse de ses travaux, la manière dont je suis arrivé donc, à la tête du groupe de travail stockage d'énergie et hydrogène a été le partage d'un scénario donc, 2050 que GRDF travaille, que notre équipe travaille. Et donc la délégation stratégique de GRDF s'intéresse à l'avenir du vecteur gaz dans ses exercices de prospective énergétique et évidemment à l'avenir de son réseau de distribution. Alors la mission a débuté en janvier 2013, et donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Jeremy Rifkin c'est une personne qui a une 50aine d'années, qui est économiste de formation, américain, et qui propose, via une entité qu'il appelle l'Office Jeremy Rifkin, de faire des scénarios justement, de proposer, en fait ce qu'il propose c'est une vision d'avenir qui repose sur une vision systémique des territoires, donc il compare le territoire à une sorte de biosphère, et une vision qui s'articule autour de 5 piliers. 5 piliers qui sont les énergies renouvelables distribuées, qui sont les bâtiments producteurs d'énergie, qui sont l'hydrogène et le stockage de l'énergie, les réseaux intelligents et l'innovation dans la mobilité. D'accord. Donc ce sont ces 5 thèmes qu'on a traités dans le cadre de nos travaux en Nord-Pas-de-Calais. Donc ce que s'est dit la région en Nord-Pas-de-Calais, ce qu'ils se sont dit, c'est très bien, nous on souhaite se porter en exemple au niveau français, au niveau européen, comme une région qui ne va pas rater justement cette transition énergétique dont on a parlé, et on souhaite s'appuyer sur la dynamique proposée par Jeremy Rifkin pour ce faire. Donc à ça, la région a associé 3 thèmes transversaux dans les travaux: efficacité énergétique, économie circulaire, c'est-à-dire au niveau de la conception des produits, intégrer dès le début la question du recyclage des produits, et économie de la fonctionnalité, donc vente non pas du bien mais plutôt du service. Donc l'objectif c'est de se placer à horizon 2050, voir ce à quoi ressemble l'avenir régional à cet horizon de temps-là,
et proposer à court terme des actions qui permettent d'avancer dans la bonne direction, sachant qu'en 2050, la commande, c'était réduire de 60% les consommations d'énergie et diviser par 4, donc dans l'esprit du facteur 4, les émissions de gaz à effet de serre en Nord-Pas-de-Calais. Donc concrètement, alors je dirais que c'est donc avant de travailler chez GRDF, j'ai travaillé en R&D sur la notion de réseau intelligent. C'est une vision très, très générale. On en connaît les moteurs, on en connaît les premières briques. Là, c'était un exemple pour moi qui était particulièrement intéressant à traiter, dans la mesure où on voit le frottement qu'il peut y avoir entre cette vision très technique, très ingénieure, très R&D, avec véritablement des financements, véritablement la politique régionale qui se met en action pour construire une feuille de route et pour réaliser des choses concrètes. Donc simplement, je pense que c'est un slide qui explique un petit peu l'existence d'un secrétariat permanent, du fait que c'est une gouvernance bicéphale entre la Chambre de commerce et l'industrie régionale et la région, avec un forum d'orientation et avec les différents groupes de travail que j'ai mentionnés. Je pense que ce qu'on en retire, parce qu'on est en train justement de digérer cette année de travaux, et les résultats sont concluants de teneur en hydrogène dans le gaz naturel. Et en tout cas, on prépare ce besoin à venir. On n'anticipe pas avant 2030, mais justement, on prépare le prescrit technique pour dire très bien comment est-ce qu'on fait pour gérer cette nouvelle molécule dans notre réseau. Encore une question. Donc le CO2 dans la méthanisation viendrait d'où? Alors le CO2 dans la méthanation, parce que méthanisation, c'est la production de biométhane. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est méthanation. Voilà. La méthanisation, c'est la digestion de déchets pour produire du biométhane, enfin du biogaz, qui est en fait 50% de CO2, 50% de biométhane, et qu'on doit épurer, qu'on n'extrait que le biométhane avant d'injecter. On peut brûler le biogaz dans des cogénérations. Et la méthanation, donc l'association CO2H2, on est en train de mener une étude avec l'ADEME sur le sujet, sur l'origine. Alors l'approche allemande consiste à identifier finalement les sources de CO2, de considérer le CO2 comme une matière première. Et donc à identifier de quelles industries ça vient, est-ce qu'on peut en capter dans l'air, est-ce qu'on peut le capter d'autres procédés. Nous, ce qu'on pense, il y a un site en Allemagne qui s'est développé autour de ça. On pense qu'il y a une proximité très intéressante entre méthanisation justement et méthanation, puisque la méthanisation extrait du CO2 du biogaz pour injecter du biométhane dans le réseau. Et voilà, il est possible d'imaginer une codigestion, de prendre du biogaz qui lui-même contient du CO2, injecter de l'hydrogène et en extraire du méthane de synthèse, tout en mutualisant le point d'injection. Donc on pense qu'il y a des synergies intéressantes à produire, mais en tout cas rendez-vous donc en mai-juin 2014 pour avoir plus de réponses à ce niveau-là. Donc simplement, il me reste vraiment quelques minutes pour conclure. Je voulais insister sur le Power to Gas, donc sa place qu'occupe l'hydrogène dans notre exercice de prospective. C'est une excellente illustration de notre vision d'avenir qui consiste à rendre les réseaux collectifs coopérants, à les rendre capables d'avoir des comportements combinés. Et on pense qu'il y a très peu de sens, et c'est souvent ce qu'on voit quand même sur la place publique, à ne réfléchir que électricité, ou que gaz, ou que réseau de chaleur. On pense que de plus en plus, à l'image de la mission de Jérémy Lefkin, la décision viendra des territoires, ça viendra des collectivités, et que les territoires ont tout intérêt à considérer l'ensemble des infrastructures qu'ils ont à disposition, éventuellement jouer de leur complémentarité. Donc ça je pense que c'est un signal fort. Donc les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux intelligents, c'est certes des réseaux qui se modernisent à l'appui des technologies de l'information et des communications, mais c'est des technos qui sont capables, c'est des réseaux qui sont capables de coopérer les uns avec les autres. Alors, pour vraiment conclure, on va pas aller dans le détail, mais pour conclure, donc ça c'est un réseau, c'est nos amis du Pays-Bas qui ont préparé cette illustration-là. C'est pour vous dire qu'il y a un tas d'innovations et de technologies nouvelles qui apparaissent dans le réseau. Alors ça va du satellite, donc au biométhane on en a parlé, le contrôle des vibrations en numéro 1 pour essayer d'identifier les dommages aux orages potentiels en amont, on a des petits robots qui peuvent s'insérer dans les canalisations, on a des drones, on fait des recherches sur justement la proposition de valeur que portent les drones. Simplement, là j'ai à votre disposition pour en discuter plus tard, mais donc on a dans le réseau intelligent simplement quand même deux choses. Donc le drone, on en a parlé, on l'étudie. Les nanotechnologies, c'est un sujet pour nous.
si vous le souhaitez. Le smart grid, donc le réseau intelligent, il faut savoir que dans tous les métiers, on se pose la question de la valeur qu'on peut associer à la donnée métier qu'on relève depuis le terrain. Ça, c'est un très grand axe de recherche actuellement chez les RDF. Et je terminerai sur Gaspard. Gaspard, c'est le réseau, c'est le compteur communicant gaz, donc, qui est capable de rapatrier une information de consommation sans relève et à pied, et donc facturation sur estimation. Et donc c'est un projet qui est en cours de préparation avec un feu vert remis par les autorités. Et donc dès 2016, on va enclencher ce projet de déploiement de 11 millions de compteurs communicants gaz en France, un déploiement qui devrait se terminer en 2021-2022. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Juste Marie, est-ce que vous avez bien une réponse à votre question que vous aviez avant? Non, pas vraiment. Pour ce qui est du stockage en grande quantité, si j'ai bien compris, il faut envisager une synergie forcément entre le réseau électrique, production électrique et production de gaz. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Enfin, les steppes, que ce soit souterrain ou en dehors, ça existe déjà, mais c'est pas extensible à l'infini. Je me souviens plus de la deuxième solution. Le stockage par comprimé. Ma réponse, c'est simplement qu'il y a une étude qui a été rendue publique fin 2013, qui traite spécialement de cette question-là, à horizon 2030. Quel est l'espace économique disponible pour les technologies de stockage d'électricité en France? Donc on a une entreprise qui a simulé le modèle, qui a simulé le système énergétique français, donc en France métropolitaine, qui a pris vraiment depuis la petite batterie jusqu'au stockage massif. Et la réponse a été de dire que, quelle que soit la technologie en 2030, il n'y a pas, ça coûte moins cher de renforcer le réseau électrique que de faire du stockage d'électricité. Donc c'est votre question, si j'ai bien compris l'exposé se situe à l'horizon 2030, la question de très bien les stockages face au PV, la réponse c'est qu'on renforce le réseau, économiquement du point de vue système, sans subvention ni rien, le renfort du réseau électrique coûte moins cher. Et nous, notre position par rapport à ça, c'est de dire, au-delà de 2030, là ça s'appuie sur une autre étude, les excédents d'électricité renouvelables seront importants en énergie et importants en durée. Donc c'est le stockage massif qui correspond à une réponse qui répond de manière adaptée à ce défi-là. Le stockage massif, c'est STEP, KES et Power to Gas. Ça répond? Oui, peut-être qu'on peut passer à la prochaine question, et puis si vous avez encore des questions après, on les reprend à la fin. Je voudrais juste compléter le renforcement réseau. Ça suppose qu'à un autre endroit du territoire, il y a un besoin en énergie. Donc ça répond plus au problème, est-ce que je peux autoconsommer ou stocker chez moi pour consommer plus tard? Et la réponse, effectivement, toutes les études aujourd'hui prouvent que les prix de stockage ne sont pas compétitifs. Ça ne répond pas à la question. Je mets sur 2% du territoire des panneaux photovoltaïques et j'assure la moitié de la production en énergie de l'année, mais je la produis au mois d'août et j'en ai besoin au mois de janvier. Et ça, c'est pas le renforcement du réseau qui répond à cette question-là. Je pense que là, sur le stockage, on pourra en passer pas mal de temps, donc je vous prie de passer à l'intervention de Mathieu. Et puis, on va recommencer. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le stockage. Bon, le stockage, j'ai noté, on va en reparler à la fin. La réponse est, par rapport à votre question, on est sur 3 scénarios, un ADEME, RTE médian et RTE mix, donc on est tout à fait d'accord que sur d'autres scénarios, ça ne se prononce pas à l'étude. Une autre question? Bon, ma question concerne plus les compteurs Gaspard. Pourquoi le lancement en 2007 et non pas avant, sachant que RDF, si je ne me trompe pas, ont lancé une génération il y a 4 ou 5 ans qui s'appelle Moki, dont en titre personnel j'ai pu bénéficier de ce compteur-là et de tester. J'imagine que c'est le compteur intelligent en électricité, donc Gaspard est l'équivalent en gaz. Donc pourquoi ce retard de lancement et non pas en même temps un tel chantier? Parce que
que la question se pose depuis très très longtemps sur les compteurs du type option tarifaire T1 ou T2 sur le réseau de distribution. Merci pour cette question. Si vous êtes testeur de Linky, je veux bien avoir votre retour, mais a priori le Linky aujourd'hui n'est pas déployé. Il n'est pas déployé, ils ont juste choisi un échantillon pour le tester. D'accord. Vous avez été un des testeurs de Linky? Exactement. D'accord. Ok, c'est la première fois que j'en rencontre un. Et je pense que la région Rhône-Alpes, il y a eu pas mal de. Moi, je viens de Lyon, donc il y a eu pas mal de personnes qui ont été choisies au hasard, je pense. D'accord. Non, très bien. Écoutez, en effet, par rapport au. Alors, il y a différents niveaux de réponse. Donc, il faut savoir qu'il y a eu des testeurs comme vous dans le cadre du compteur Gaspard. On n'est pas sorti comme ça de nulle part. Et donc, on a eu 18 500 compteurs qui ont été déployés dans 4 régions différentes avec 4 technologies de manière à construire la solution la plus adaptée en termes de spec technique. Donc, ça, c'est une première élément de réponse. Deuxième élément, par rapport à Linky, la situation n'est pas tout à fait comparable dans la mesure où l'électricité pose des contraintes temps réel. C'est vraiment un produit tout à fait différent. Gaspard, c'est un compteur communicant qui est un compteur en fait, qui a l'unique avantage de rapatrier l'information de consommation une fois par jour, qui est une information soit quotidienne, soit horaire de consommation. C'est un produit beaucoup plus simple que ne peut être Linky, tout simplement parce que le réseau de gaz, par exemple la tarification horaire, le gaz n'existe pas. On a ce qu'on appelle une respiration du réseau gaz. Donc on a on a une borne de pression minimum et maximum qui permet d'encaisser typiquement les variations de consommation journalière qu'on peut avoir sur une zone. Donc c'est vraiment d'autres contraintes techniques, du coup un autre produit en bout de chaîne, et nous ne sommes pas en retard par rapport à Linky. Merci. Là, on a parlé de production énergétique, on a parlé